Juste un mot, donc mon nom est Tanguy Detro, je suis le directeur de la société Dapesco. Et comme on en a parlé, effectivement, c'est nous qui développons et mettons à disposition de Sibelga la plateforme Enerclick, dont vous allez voir apparaître plusieurs écrans dans la deuxième partie de la présentation. Donc, première partie ici sur plutôt le hardware, et je vais parler aussi bien de solutions pour les petits que pour les gros bâtiments. Il faut bien comprendre, quand on parle de suivi énergétique, qu'il y a en fait trois phases qui sont prises ou qu'il faut bien distinguer. La première, c'est la mesure en tant que telle. Je mets un capteur sur un tuyau, je mets un capteur sur un câble électrique, et il va en temps réel et en permanence mesurer la quantité d'énergie qui passe dedans. Le deuxième volet, c'est ce qu'on va appeler le stockage, c'est-à-dire que ce compteur n'a pas nécessairement de mémoire, et donc il faut interroger le compteur à intervalles réguliers, toutes les minutes, toutes les secondes, toutes les 10 minutes, toutes les 15 minutes. En Belgique, en général, c'est toutes les 15 minutes, en tout cas pour les LEC. Et puis, une fois qu'on a stocké cette info localement, il faut transférer cette information pour l'envoyer vers une application, qu'elle soit web ou que ce soit un logiciel, peu importe. Tout ça, ça se fait avec différents types d'appareils, et ce qu'on va faire dans les minutes qui viennent, c'est que je vais vous présenter différentes technologies qui ont des avantages et des inconvénients. Il n'y en a pas une qui sort du lot, il y a chaque fois un revers à la médaille qui est présenté, et elles ont toutes des coûts qui sont assez variables. Et donc, on va passer ça en vue rapidement. N'étant pas fabricant de matériel et n'étant pas revendeur de matériel, j'ai le grand bonheur d'être tout à fait neutre et j'essaie d'être objectif dans ce que je présente. Alors, on va parler d'électricité, de gaz, de mazout, d'eau, de température. On va parler de systèmes qui sont intrusifs ou pas. Ça veut dire que pour être installé, il va falloir ou pas faire une coupure. On va parler de systèmes avec des impulsions ou d'autres avec des index. Ce sont probablement des termes que vous avez déjà vu passer. On a parlé rapidement de bus de communication tout à l'heure avec SMAPI. On parlait notamment de Modbus et autres. Je vais rapidement vous expliquer les différences entre toutes ces technos. On a parlé d'Internet des objets. Et là encore, juste avant, avec Shape, on en parlait également. Donc, il y a différentes technologies qui existent. Elles ont des avantages et des inconvénients. Elles ont toute une certaine fiabilité, plus ou moins bonne, et un coût plus ou moins élevé en fonction de ce que vous souhaitez faire. Globalement, vous allez avoir dans un bâtiment un ou plusieurs compteurs qui sont des compteurs d'eau, des compteurs de chaleur, des compteurs de gaz, d'élec, et ainsi de suite. Et vous avez une première approche qui consiste à dire, et c'est ce qui est fait par exemple par Shape, on met un point de comptage de façon tout à fait autonome sur un concentrateur, un data logger, et ce système transfère l'information du compteur vers un système logiciel, peu importe le type. Une autre approche, c'est de dire, comme on va avoir plusieurs compteurs sur le site, il y en a 5 qui sont dessinés ici, mais plutôt que de mettre 5 modems individuels, on va tout rassembler vers un seul concentrateur, et c'est ce concentrateur qui, lui, va envoyer l'info à l'extérieur. Ça a l'avantage d'être globalement moins cher, ça a l'inconvénient qu'il faut tirer du câble et que sur certains compteurs qui sont, par exemple, à l'extérieur du bâtiment ou à l'autre bout du parking, commencer à tirer des câbles, ça nécessite parfois de faire des saignées dans les parkings, et donc c'est relativement lourd. Donc, en fonction de l'architecture du bâtiment, vous pouvez très bien panacher et dire on va mettre des systèmes autonomes sur certains compteurs et des systèmes globalisés, comme on les a décrits ici, sur d'autres compteurs. Au niveau des compteurs d'élec, il y a deux grandes familles. Il y a ce qu'on appelle le comptage direct et le comptage indirect ou via transformateur. Le comptage direct, c'est quoi? C'est les petits compteurs que vous voyez ici au-dessus. C'est ce qui est souvent installé dans un bornier électrique. Ce sont des compteurs qui vont nécessiter d'interrompre l'alimentation quand on les installe. Et les câbles vont passer directement au travers du compteur. Est-ce que vous voyez la souris ou pas quand je fais ceci? Quelqu'un peut confirmer? Non. Non, vous ne voyez pas ma souris. Ok, merci. Donc, en haut à droite, vous avez des compteurs qui ont à peu près la taille d'un disjoncteur qu'on va mettre dans le tableau électrique, et les câbles d'alimentation vont passer au travers de ce compteur. Et ces petits compteurs, en général, communiquent soit au travers d'un bus, c'est-à-dire un système de communication, soit avec des impulsions, on y reviendra tout à l'heure.
Dans le deuxième cas, la centrale de mesure que vous avez en dessous, c'est des systèmes qui sont un peu plus coûteux, un peu plus conséquents, mais sur lesquels vous allez pouvoir connecter des systèmes électriques beaucoup plus puissants. Donc typiquement, au-dessus, on est limité à une centaine d'ampères, donc quelques kilowatts de puissance installée. En dessous, vous allez pouvoir monter à des centaines ou des milliers d'ampères, parce que le câblage va se faire de façon un peu différente. Donc à gauche, vous avez le compteur, les câbles électriques passent à travers, et donc on est limité par la taille du câble. À droite, vous avez un système où on va aller mesurer les tensions et les courants, et pour mesurer ces courants, on va mettre ce qu'on appelle des transformateurs, hein, ce sont les petits boîtiers tels que vous les voyez, dans lesquels il y a un trou, et le câble électrique va passer dans ce trou. Il existe différentes technos, soit qui imposent de passer, donc de défaire le câble pour le passer dans ce trou, soit, et c'est ce qu'on voit ici, on a des capteurs qui sont flexibles et qu'on peut ouvrir et qu'on peut venir placer autour du câble électrique. D'accord, ce qu'on appelle des capteurs de Rogowski, c'est un système qui permet de ne pas devoir faire de coupure, et on peut venir installer ce câble sur un système qui est sous tension. J'insiste, pour tous ces systèmes, que ce soit des compteurs directs ou des compteurs indirects, l'appareil fait en fait une double mesure. Il a besoin de mesurer la tension et de mesurer le courant. Si on ne mesure pas les deux, on a une information qui est faussée, on n'a pas la puissance réelle qui est appelée par le système électrique. On vend aussi sur le marché ce qu'on appelle des capteurs de courant électrique. Alors il faut faire attention avec ce matériel-là, typiquement des gens comme eWatch ou d'autres, j'en ai pris quelques-uns en illustration ici en dessous. Ce n'est pas un compteur au sens, il n'y a pas de mesure à la fois de tension et de courant. Il n'y a qu'une mesure du courant. Et donc, ce que vous allez avoir comme information, c'est quand est-ce qu'on consomme et combien est-ce qu'on appelle en courant électrique. Mais si vous n'avez pas la mesure de la tension qui est faite, vous n'aurez pas de mesure de puissance précise. D'accord? Et donc, c'est une estimation de l'énergie consommée. C'est très, très facile à utiliser et c'est très pratique pour donner une info de quand fonctionne l'installation, mais ce n'est pas une mesure au sens scientifique, ce n'est pas une mesure précise de la quantité d'énergie électrique qui est consommée. Donc, il faut être prudent quand on vous présente ce genre de solution. Ça marche, ça fonctionne plutôt bien, mais c'est moins précis. Et à la fin du mois, vous aurez un écart entre ce qu'il y a sur votre facture et ce qui a été mesuré par le système. Alors que dans les autres systèmes que j'ai présentés ici, vous avez au kilowattheure près, normalement à peu près la même info sur la facture et sur le compteur. Alors, il existe également des systèmes qu'on appelle des OCR. Donc, c'est un système optique de reconnaissance des caractères. Donc, vous avez sur votre compteur, ici c'est un compteur de gaz, vous avez un index 1822,5. Le système est capable de relire cet index et de convertir cette information pour la transférer. Ça fonctionne, mais mon expérience est que ça fonctionne relativement mal si les compteurs sont à l'extérieur. Il faut savoir qu'un compteur d'électricité et encore plus un compteur de gaz, ce sont des instruments qui vont vibrer en permanence à des fréquences qui dépendent des débits. Donc il y a toujours une vibration et au bout de plusieurs mois, plusieurs années, en général ce matériel se décentre. Et donc la lecture n'est plus parfaitement en face des chiffres. Et donc au bout de quelques mois ou quelques années, en général, ce matériel doit être soit recalibré, soit repositionné pour continuer à fournir une mesure précise. On parle beaucoup de compteurs communicants, que ce soit en élect ou en gaz. En France, ils ont commencé à déployer le système Linky. Ce sont des compteurs qui permettent, eux, d'être connectés à distance et de rapatrier. Il y a un petit modem qui est intégré dans le compteur. Je vous passe le détail des technologies de communication, mais l'idée, c'est que ce compteur peut à la fois être relu et éventuellement être reparamétré à distance. Et donc, c'est clairement le futur. Alors, malheureusement, ce n'est pas le futur proche. Ça fait plusieurs années que le politique reporte les décisions d'instrumentation avec des systèmes type Linky, mais voilà, dans les 10 ans qui viennent, je pense que la question ne se posera plus et tout le monde aura ce genre de compteur chez lui, privé ou institutionnel ou tertiaire, peu importe. Au niveau du gaz, donc le principe d'un compteur de gaz, c'est toujours de mesurer un volume. D'accord? Donc on va mesurer des mètres cubes de gaz qui passent dans un tuyau.
actualité parfaitement à jour, le type de gaz qui est injecté dans les tuyaux à Bruxelles est en train de changer. On était sur du gaz pauvre, pardon, on passe sur du gaz riche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans un même mètre cube de gaz, vous pouvez avoir plus ou moins d'énergie qui passe. Et le facteur de conversion entre le volume de gaz et la quantité d'énergie, c'est ce qu'on appelle le PCS, le pouvoir calorifique, supérieur ou inférieur, PCI ou PCS, va déterminer que dans un mètre cube de gaz, vous avez grosso modo 9 kWh si c'est un gaz pauvre et plutôt 11 kWh si c'est un gaz riche. Ça veut dire que le comptage du gaz va vous donner des mètres cubes et qu'il va falloir multiplier ce volume de gaz par un facteur, par le PCS, pour avoir des kilowattheures. Et c'est ce que vous avez sur votre facture. Si vous regardez bien, vous avez des index et donc un volume qui est calculé. Et puis, vous avez en plus une indication du PCS moyen sur le mois écoulé qui va vous permettre de convertir ce volume en kilowattheures. Quand on est sur des grosses installations, typiquement dans des hôpitaux ou dans des grands bâtiments, vous allez avoir un compteur d'une autre technologie qui va lui-même faire cette conversion entre le volume mesuré et les kilowattheures. Parce qu'il y a un analyseur de gaz qui va mesurer lui-même le PCI ou le PCS et qui va dire, en fonction des mètres cubes que j'ai vu passer, ça correspond à autant de kilowattheures. Mais dans le secteur tertiaire, c'est relativement rare d'avoir ce type de compteur. Comptage non intrusif pour le gaz, je le signale simplement pour information, c'est vraiment limité à des gros industriels, et là on parle des BASF, Arcelor et autres, donc ça n'est précis que s'il y a vraiment des gros volumes, et donc ça n'est pas d'application dans le cadre du tertiaire, dans la majeure partie des entreprises ou des organismes dont j'ai vu la liste des participants, a priori ça ne doit pas vous concerner. Mais ça existe, donc je le mentionne simplement pour info. Au niveau du mazout, il y a deux façons de fonctionner. La première façon, c'est de mesurer ce qui reste dans votre cuve. D'accord, c'est le schéma du bas. Vous avez un petit capteur qui est installé au-dessus de la cuve, qui, par une mesure ultrason, va mesurer le niveau de mazout. Et en fonction de la forme de la cuve, si elle est ronde, si elle est carrée, si elle est rectangulaire, on va pouvoir déterminer le volume de mazout qui correspond à une certaine hauteur. Ça fonctionne bien, il y a de plus en plus de systèmes qui sont tout à fait autonomes, que ce soit en Internet des objets, en connexion LoRa et autres. Voilà, c'est des solutions qui existent. Ça a l'avantage de mesurer exactement ce qui est dans la cuve, et donc ce qui est consommé. On a eu des clients chez qui on a détecté qu'il n'y avait pas que la chaudière qui consommait. À partir du moment où vous avez des gens qui de temps en temps passent avec un jerrycan pour se servir, voilà, on les détecte aussi. Ça peut être un avantage ou un inconvénient selon que c'est vous qui amenez le jerrycan ou pas. L'autre technologie, c'est de mesurer clairement ce qui rentre dans la chaudière. Et donc là, s'il y a quelqu'un qui passe avec son jerrycan, forcément, vous ne le voyez pas. Dans une chaudière, il faut savoir qu'il y a en fait deux tuyaux. Il y a un tuyau qui amène le mazout, et puis il y a une petite pompe qui va injecter ce mazout dans la chaudière, mais il y a aussi un tuyau de retour. Et donc, le système de mesure pour le comptage du mazout, en fait, il compte à la fois ce qui rentre et ce qui ressort de la chaudière, et il fait la différence des deux. D'accord? Donc, c'est un poil plus compliqué à mettre en place, mais c'est plus précis. Mais ça ne mesure que ce qui va vraiment entrer dans la chaudière. Et de nouveau, ça existe en technologie, Internet des objets et autres, pour avoir une info précise. Pour l'eau, je ne vais pas rentrer beaucoup plus dans le détail. Shape en a très bien parlé juste avant. Vous avez des systèmes qui n'ont pas de télérelève, donc le compteur du dessus avec juste un index. Vous avez des compteurs avec une télérelève intégrée. Vous avez des systèmes, comme on vient de voir avec Shape, qu'on peut venir connecter à un compteur existant. Et vous avez, que ce soit au-dessus ou en dessous, différentes têtes de lecture qui vont pouvoir être connectées au compteur. Attention, ces compteurs lisent un index. D'accord ? Si vous regardez à droite sur la petite photo, on voit que 1 mètre cube correspond à 250 impulsions. Et donc, ce n'est pas parce qu'il y a une impulsion qu'il y a 1 litre qui est passé. Ici, une impulsion correspond à 4 litres. Et donc, il faut avoir dans le logiciel un système qui va faire cette conversion entre le nombre d'impulsions reçues par le système et le nombre de litres ou de mètres cubes d'eau correspondant. Mais ça, c'est prévu dans tous les logiciels, quels qu'ils soient. Vous avez ces facteurs de conversion. Au niveau des impulsions, je ne vais pas vous faire un cours d'élec, mais il y a plusieurs technologies qui existent, que ce soit des contacts secs ou des contacts polarisés, peu importe.
l'électricien ou la personne qui devra mettre ça en place chez vous est normalement apte à gérer ce genre de choses. Ce qu'il faut retenir, c'est ce qui est dans le dessous du slide, c'est que si vous mesurez des impulsions, d'accord, chaque fois qu'il y a un litre d'eau qui passe ou un mètre cube de gaz qui passe, il y a une impulsion qui est générée. Si pendant 2 heures, 3 jours, le système ne fonctionne pas, pour une raison ou une autre, les impulsions que vous avez perdues, vous ne pourrez jamais les récupérer. Donc vous ne saurez jamais ce qui a été consommé pendant l'anomalie du système. Ce qui n'est pas le cas avec un index, je vais y revenir tout de suite. Deuxième inconvénient de ces systèmes à relève d'index, c'est que quand vous relevez une impulsion, la distance entre le compteur et le datalogger ne peut pas dépasser quelques mètres. Et donc, ça marche très très bien. Si vous avez un compteur qui est dans la cave et le datalogger qui est juste à côté, ça fonctionne nickel, rien à redire. Mais si vous avez un compteur qui est à 100 ou 150 mètres et qui a une sortie d'impulsion, il faudra passer par d'autres technologies pour récupérer ces impulsions et les renvoyer au concentrateur. Parce que 100 mètres de cave sur une impulsion, malheureusement, pour des raisons électriques, ça ne marche pas. L'index, c'est quoi? C'est un peu comme dans votre voiture, hein, chaque fois que vous faites un kilomètre, vous avez le compteur totalisateur qui s'incrémente. Vous avez la même chose que ce soit en gaz ou en eau ou en élect, peu importe. Vous avez sur des compteurs une valeur qui apparaît en dessous et qui est incrémentée chaque fois qu'il y a un kilowattheure qui passe. Et donc, là où tout à l'heure je disais, si vous avez des impulsions et que vous allez compter simplement les impulsions, bah, si vous en avez loupé une, deux ou trois, tant pis, elles sont parties, c'est perdu. Ici, si vous lisez l'index d'un compteur et que votre système tombe en panne, en tout cas le datalogger ou le câble, hein, peu importe, le compteur lui continue à s'incrémenter. Et donc si vous étiez à 10 000 avant la panne et à 12 000 après la panne, ben vous savez qu'il y a eu 2 000 qui ont été consommés. Si c'était des impulsions, les 2000 impulsions, vous ne les auriez pas vues. Et c'est ce qu'on illustre ici. Donc à gauche, le graphique en bleu, ce sont des valeurs de consommation, mesurées, mettons, toutes les 15 minutes. Et à droite, vous avez l'index correspondant, donc l'index kilométrique sur votre voiture qui ne fait que s'incrémenter. Donc cette courbe, c'est normal qu'elle monte vers la droite. Si vous avez une conso à 180 438 à gauche et que vous avez un trou dans le profil, ben vous avez le trou dans le profil en bleu et le trou dans l'index à droite. Mais comme l'index continue à s'incrémenter, ben, même si vous avez un trou de données pendant un certain temps, l'index continue à s'incrémenter et donc votre différence d'index reste identique. Ce qui n'est pas le cas si vous faites la somme des consommations. Donc, de préférence, relire les index plutôt que des consos. Au niveau du Modbus, c'est quoi le Modbus? C'est un réseau ou un protocole de communication qui va permettre d'interroger avec un seul concentrateur plusieurs compteurs. D'accord? Vous avez un maître, le concentrateur. Pour ceux d'entre vous qui ont des bâtiments gérés ou connectés à Enerclick, on a mis un concentrateur qui parle en Modbus avec les différents compteurs et qui récupère des informations de compteurs d'eau, d'électrique, de gaz. Alors, il y a différents types de câblage, on ne va pas entrer dans le détail. Sachez simplement que là où un compteur avec des impulsions doit être à quelques mètres du concentrateur, ici en Modbus, on peut aller à des distances qui vont à 700, 800, 900 mètres, 1 km parfois. Ça ne pose pas de souci. Donc ça présente certains avantages dans les grands bâtiments. Le MBus est un autre protocole qui a certains avantages et certains inconvénients par rapport au Modbus. De nouveau, si vous devez mettre en place ce genre de système, renseignez-vous, faites appel à des gens dont c'est le métier. Il y a des avantages et des inconvénients à toutes ces solutions. Le MBus est vraiment beaucoup utilisé pour tout ce qui est mesure d'énergie, électricité, gaz, eau également. C'est très fort utilisé dans les pays germaniques. Un peu moins chez nous, mais c'est un système qui fonctionne très bien et qui a plein d'avantages. Les systèmes KNX, BACnet et autres sont souvent utilisés quand vous avez dans votre bâtiment un système de gestion technique du bâtiment, une GTB ou un BMS. Ce sont des réseaux de communication qui permettent à la fois de récupérer de l'info de système de comptage, mais aussi de piloter vos installations. Vous allez pouvoir, sur un système KNX ou BACnet, changer des paramètres de température, de volume d'air, de position des stores. Il y a moyen de faire vraiment à la fois la relève et la commande à distance. Et on peut venir connecter des systèmes, des interfaces qui vont transformer du BACnet en Modbus, en MBus, peu importe, pour rendre tout ça lisible au travers d'un logiciel.
Internet des objets, deux grandes familles, le LoRa et le Sigfox. C'est des systèmes qui vont permettre de relever des températures, des présences, du CO2, de l'eau, de l'élect, du gaz, peu importe. Le principe, c'est de dire il y a un capteur, au même titre qu'il existe un réseau type GSM, il existe aujourd'hui deux grandes familles, le LoRa d'un côté et le Sigfox de l'autre. Le principe est le même, mais les technologies sont différentes. Dans tous les cas, ces systèmes renvoient les données à un fournisseur de data, et le système logiciel qui va exploiter ces données doit se connecter au fournisseur de data. D'accord ? Il n'est pas possible de se connecter directement à un système Sigfox. Vous ne pouvez pas acheter un matériel Sigfox et le connecter directement à votre logiciel. Ça passe toujours par un fournisseur intermédiaire qui, lui, prend un abonnement au passage. LoRaWAN, c'est le même principe que le LoRa, sauf que on peut installer des gateways dans des bâtiments. Et donc ces gateways, vous aurez un seul gateway qui va interroger avec une solution sans fil différents capteurs, différents sensors qui seront placés sur des compteurs, sur la luminosité, de la qualité d'air, du bruit, peu importe. On peut connecter un peu tout type de signal. Tout ça, ça passe par un gateway sans fil qui lui-même repart en 3G vers le système logiciel qui va faire le suivi. Les concentrateurs, donc j'en ai rapidement parlé, ce sont des boîtiers qui vont rassembler toutes les informations des différents compteurs, des différents capteurs, qui vont faire un stockage local de cette info. Donc même s'il n'y a pas de connexion 3G, 4G, 5G, peu importe, ils vont stocker l'info localement. Et dès qu'une connexion est disponible, ils vont envoyer l'info vers le serveur. Certains concentrateurs permettent d'agir à distance, et donc de prendre le contrôle, de changer des paramètres dans votre GTB ou sur votre système électrique, ou comme on en parlait tout à l'heure sur des bornes de rechargement, mais ce n'est pas le cas de tous les concentrateurs. En gros, pour une très rapide comparaison, donc Sigfox, LoRa et puis les systèmes 3 ou 4 4G, Sigfox et LoRa vont avoir des débits très très bas, donc peu d'informations qui va remonter, là où un concentrateur peut remonter beaucoup plus d'infos. Très souvent, vous allez avoir un système Sigfox ou LoRa par capteur, d'accord ? Donc le capteur intègre son propre modem et vous allez avoir des frais d'abonnement. Là où un système 3, 4, 5G, peu importe, va vous coûter un peu plus cher au niveau du concentrateur, mais il va pouvoir intégrer plusieurs compteurs et vous ne payerez en général plus de frais de communication ou moins de frais de communication parce qu'il n'y a pas nécessairement d'abonnement et que ça peut aller en direct vers le système logiciel. Ok, donc il y a beaucoup de technos, et je suis désolé si j'en ai perdu certains, il y a beaucoup de technos qui sont disponibles, ça change tout le temps. Moi, tous les mois, je vois passer des nouveaux prestataires. Donc, c'est pas parce qu'aujourd'hui, vous choisissez une solution A que dans 3 ans, il n'y aura pas une solution B qui sera plus intéressante. C'est pas parce qu'aujourd'hui, dans un bâtiment, vous allez mettre une solution A que dans un autre bâtiment, c'est d'office la même solution qui doit être mise. Par contre, ce que je vous invite vraiment à faire, c'est à ne pas trop panacher. Donc, choisissez une ou deux, ou éventuellement 3 technos, et arrangez-vous pour que ça puisse couvrir l'ensemble de vos bâtiments si vous avez plusieurs bâtiments à gérer. Il y a peu de solutions qui sont à la fois très fiables et pas chères. Il n'y a pas de miracle. Si vous payez plus cher, il y a une raison en général, il y a une qualité qui va derrière. Et si quelqu'un arrive avec un système qui est vraiment pas cher, bah, attendez-vous à avoir des trous de données à la fin du mois parce que, en tout cas, moi, j'en ai pas vu passer qui sont à la fois vraiment pas chers et vraiment très bons. Ça, malheureusement, si vous en trouvez, vous m'appelez. Les budgets, ben voilà, très rapidement, mais on en a parlé tout à l'heure. Effectivement, vous allez tourner entre 3 et 700 euros par compteur, ou par concentrateur, pardon. Et pour les compteurs, voilà, un compteur de gaz, ça coûte un bras. Hein. Un gros compteur de gaz, ça coûte 2, 3, 4, 5 000 euros. Il y a des petits compteurs à quelques centaines d'euros. Ça dépend des débits que vous devez mesurer. Et donc, favoriser l'IoT quand c'est pour une mesure unique. Typiquement, un compteur d'eau au bout du parking, vous mettez un shape, ça marche très très bien, et vous avez la paix pour 10 ans. Si par contre vous êtes dans un bâtiment, 15 compteurs l'un à côté de l'autre, il y a d'autres technos qui seront plus intéressantes. Top chrono. Si je ne vous ai pas tous perdus, on attaque la deuxième partie, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec toutes ces données. Et il me reste, je pense, un petit 10 minutes, donc on aura 5 minutes de retard sur le planning global. Oui, je voulais vous dire, pas de souci, on a commencé en retard votre présentation, on avait prévu 40 minutes, je pense, pour vous, donc vous êtes vraiment dans les temps, donc Okay, là, c'est nous qui avons commencé en retard. Pas de souci, ça nous laissera l'occasion d'échanger après s'il y a quelques questions. Donc, l'architecture globale d'un logiciel tel que EnerClick,
Donc Enerclick, c'est le nom du produit proposé, du service proposé par Sibelga. Derrière Enerclick se cache un logiciel qui s'appelle Joule, que nous développons chez Dapesco. Et en fait, Joule, c'est quoi? C'est un système dans lequel on va pouvoir rentrer les données des compteurs principaux, d'accord, ceux qui sont repris au-dessus, que ce soit de l'eau, du gaz, de l'élec. On va rentrer à la fois des données de facturation et des données de télérelève. On va également rentrer des informations relatives au bâtiment, les mètres carrés, le nombre d'occupants, le nombre d'enfants, le nombre de lits, tout ce qui peut avoir un intérêt par rapport à la consommation d'énergie. Et puis sur la gauche, on va aller chercher d'autres informations de sous-comptage qui viennent de Datalogger, qui viennent de GTB, donc BMS en anglais, ou d'APIs, hein, donc des systèmes informatiques. Et typiquement, on est en train de travailler à la demande de Sibelga avec Shape pour intégrer les données. On va rentrer là-dedans des capteurs IoT, donc tous les types de capteurs dont on a parlé. Il y a Scarbeck, je pense, des sondes de température, par exemple, qui sont prises. On peut éventuellement rentrer des index qui sont relevés par smartphone. Et puis, on vient fournir à tout ça, ou on vient nourrir tout ça en plus avec des données de météo, qui sont reprises à droite. Et on a également inséré dans Joule toutes les données des marchés et des tarifs, ce qui permet de contrôler toutes les factures des bâtiments qui sont repris dans Enerclick. Et ce que vous voyez en dessous, ce sont tous les tableaux de bord, les systèmes d'alarme, les systèmes de benchmark et autres, qui vont pouvoir rentrer dans le système et qui vont pouvoir être utilisés. Donc, sur base des surfaces, on va faire des kilowattheures par mètre carré, sur base des enfants, des kilowattheures par enfant, sur base des températures extérieures, des kilowattheures en fonction des DJU, et on va pouvoir sortir comme ça toute une série d'analyses avec typiquement, certains doivent le connaître, hein, c'est le tableau de bord ici qui est repris. Voilà, j'ai la commune d'Anderlecht, j'ai les consommations globalisées gaz, élec, eau de l'ensemble des bâtiments. Et en fait, l'intérêt d'un système tel que Joule, c'est que les données soient télérelevées ou relevées une fois par jour, par semaine, par mois, manuellement, via l'app mobile ou via la facture, peu importe, pour l'utilisateur, c'est transparent. Donc, il a une vue globale, il ne se soucie pas de savoir comment l'info a été collectée. Il va pouvoir aller dans le détail sur certains bâtiments parce qu'il y a du sous-comptage. Il va devoir rester à la donnée facturée sur d'autres bâtiments parce qu'il n'y a pas de comptage qui a été mis en place. Mais le principe, c'est de dire que tous les tableaux de bord sont identiques et sont exploités de la même façon, quelle que soit la techno qui est derrière en termes de relève. Et donc, typiquement, on a des clients qui panachent les solutions, pardon, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fonction du type de bâtiment, et c'est le cas chez Sibelga. On a des systèmes qui ont des dataloggers de type E1, d'autres c'est de l'Elvaco, il y a des capteurs d'eau Shape, il y a des capteurs d'eau d'autres marques, il y a des données qui sont uniquement facturées, enfin voilà, il y a sur certains sites des cogénérations, tout ça apparaît dans le même outil. Et donc, si on creuse un petit peu ce que l'outil permet de faire, ben voilà, typiquement en gaz, vous avez à gauche la consommation mois par mois avec la température. C'est un tableau de bord qui a été défini par Sibelga. Et sur la droite, vous avez la sensibilité au DJU, donc c'est la température extérieure. Donc plus il fait froid, plus on va consommer. Et on voit que ce bâtiment est relativement linéaire. Hein, donc les points sont les données réelles par rapport à la droite qui est le modèle théorique de ce bâtiment. Ben on voit qu'il n'y a pas trop d'excursions, d'anomalies. Si à un moment, le bâtiment se met à consommer anormalement par rapport à la température, vous allez voir apparaître un point qui ne sera absolument pas aligné sur les autres et qui témoignera quelque part d'une surconsommation. Au-dessus, le petit label énergétique, je pense que vous le connaissez tous aujourd'hui, mais ça permet aussi de facilement voir si on est plutôt bon, plutôt mauvais par rapport à d'autres bâtiments. La même chose est proposée au niveau de l'élec, sauf qu'on a remplacé les températures extérieures par l'ensoleillement, puisque l'ensoleillement a un impact sur les consommations aussi. Et vous voyez à droite l'équivalent de la signature énergétique, sauf qu'ici, c'est les consommations en fonction de l'ensoleillement réel. Avec une petite jauge au-dessus qui vous donne l'évolution des consos par rapport à l'année d'avant. Et ça, c'est valable en gaz, en élec et en eau également, où ici on retrouve voilà, les consommations d'eau. Et on voit, je ne sais pas s'il y a du Shape qui est installé sur ce site-là ou pas, mais que sur le mois de mai 2019, clairement, il y a eu une surconsommation anormale. Et quand on voit l'échelle, donc on est presque à 80 mètres cubes de surconsommation, voilà, ça aurait rentabilisé un petit capteur Shape. Ça a peut-être été mis en place, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça aurait été rentable d'en mettre un sur ce bâtiment.
Ce type de logiciel va permettre également de faire des analyses monocytes. Alors, on va pouvoir définir des kilowattheures par tout ce qu'on veut, hein, que ce soit des mètres carrés, des tonnes. On travaille pour la compagnie du Mont Blanc, c'est des skieurs. On fait également des tonnes de CO2 par tonne de produits dans l'industrie. Et donc, tout ça peut être ramené à des graphiques, à des jauges, à des labels énergétiques qui permettent assez facilement de voir où on se situe. Ce qu'on fait aussi beaucoup, j'en parlerai juste après, c'est du benchmark. Ici, le slide est intéressant parce qu'il confirme quelque part qu'on fait à la fois un suivi technique et un suivi financier. Donc, vous avez non seulement les données des compteurs, mais également les données des factures. Et en tout cas, pour tout ce qui est bâtiment à Bruxelles, on fait le contrôle systématique des factures. Et donc, on vérifie que les factures reçues du fournisseur appliquent bien les bons tarifs et appliquent bien les bonnes valeurs d'abonnement et de puissance souscrite et autres. Quand on passe à du benchmark, l'idée c'est quoi? C'est de pouvoir comparer des sites entre eux. Et donc le tableau que vous avez ici, vert et rouge, il reprend, alors on les a cachés, mais il reprend des différents sites qui ont des surfaces différentes. Et pour chacun de ces sites, on va sortir un score en kilowattheure par mètre carré, et puis une analyse par usage. C'est des supermarchés, donc il y a du froid positif, c'est les frigos, le froid négatif, c'est les surgelés, l'éclairage, la climatisation. Et on est capable de déterminer quels sont les bons et les mauvais magasins ou sites de ce client, et de déterminer un potentiel d'économie. Donc le potentiel d'économie, c'est je prends mon site, si je le ramenais au niveau des meilleurs de la classe, pas le meilleur, mais mettons les 10 meilleurs de la classe, on fait la moyenne des 10 meilleurs et on voit où on se situe. Et on peut comme ça déterminer assez facilement un potentiel d'économie en euros pour ces sites. Évidemment, tout ça doit sortir sur des rapports papier ou PDF qui sont envoyés de façon automatique par le logiciel, les uns vers des responsables techniques, les autres vers des responsables financiers. Donc, les rapports sont adaptés en fonction de l'usage et du profil de l'utilisateur. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est à la fois de pouvoir bien gérer ses achats, de gérer les équipes, de communiquer par rapport à ce qui est fait, et c'est important, Alexander en parlait juste avant, c'est bien de détecter une fuite, c'est bien de la résoudre, mais c'est encore mieux de communiquer, de dire on a amélioré la performance globale du bâtiment, et donc tous ces logiciels, en fait, c'est à ça que ça sert. C'est 1, collecter l'info, 2, traiter et identifier des alarmes, 3, évidemment, les résoudre, et puis 4, communiquer par rapport aux résultats de ce qui a été mis en place. Alors, par rapport aux coûts globaux hardware et software, Alexander a dit grosso modo 4% de la facture. Effectivement, dans l'eau, la facture est généralement assez peu importante, et donc on arrive à des coûts qui sont de l'ordre de quelques pourcents. Moi, de façon globale, et ici je parle en élec et en gaz et en eau confondus, mon expérience, c'est que le coût de la gestion énergétique, solution et prestations de suivi, on ne doit pas dépasser 2% du montant de la facture globale. D'accord? Ça veut dire que sur une facture de 100 000 €, ça ne vous laisse que 2 000 € de montant annuel global pour faire ce suivi. C'est relativement peu, mais le problème, c'est que si votre facture d'énergie n'atteint pas des millions, ben forcément, vous ne pouvez pas non plus espérer des économies monstrueuses. Et donc, mettre en place un poste d'énergie manager pour une facture de 10 000 € par an, ben malheureusement, ce ne sera pas rentable. Et j'en suis bien désolé, mais c'est comme ça. Et donc, la règle que moi je propose, c'est de dire qu'un compteur qui ne voit pas passer au moins 10 000 € d'énergie par an, énergie, élec, gaz, eau, peu importe, ben, ce n'est pas la peine de les relever. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le suivre. Vous pouvez le suivre de façon manuelle. Il y a des systèmes, je l'ai montré avec des apps sur des smartphones pour vous permettre de faire l'encodage et du suivi. Mais ce ne sera pas rentable d'aller installer une instrumentation beaucoup plus précise. Sauf si vous avez des fuites d'eau. Parce que là, effectivement, même si en temps normal, la consommation est inférieure à 10 000 € par an, ben, une fuite, ça peut vite monter à 30, 40, 50 000. On vient de travailler sur un projet là où 2 fuites d'eau ont représenté 100 000 € de facture, de surfacture pour le client,
Voilà, c'est le genre de cas où effectivement, mettre en place une télérelève permet d'éviter ce genre de problème. Mais sur une consommation normale d'électricité ou de gaz qui est de l'ordre de quelques milliers d'euros par an, la télérelève ne sera jamais rentable. En tout cas, pas par rapport aux économies que vous pourrez faire.